téléspectateurs, bonsoir. Très heureux de vous rejoindre pour ce numéro de 56 minutes synthèse. Tout d'abord, les titres de la semaine. Le Conseil électoral provisoire achemine le calendrier électoral à l'exécutif en dépit des protestations de plusieurs structures politiques. Concernant le document, il ne reste au président Martelly qu'à convoquer le peuple en sa comice aux dates prévues par le calendrier. Vers la résolution du conflit entre Haïti et la République dominicaine, les autorités des deux pays se sont engagées vendredi lors d'une rencontre bilatérale à travailler conjointement en vue d'harmoniser le rapport particulièrement tendu ces derniers temps. Après plus de 2 mois sans président, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire trouve enfin un chef. Jules Cantave a prêté serment lundi dernier, un remplacement de maître Anel Alexis Joseph qui avait démissionné en décembre 2014. Haïti assure la présidence du Conseil des ministres des pays de l'Association des États de la Caraïbe en 2015-2016, nomination survenue lors de la 20e réunion ordinaire du Conseil des ministres de l'AEC à Guatemala. 3 nouveaux ambassadeurs accrédités en Haïti ont remis leur lettre de créance au président Michel Martelly jeudi. Ces diplomates représentent l'État du Vatican, la France et le Bénin. Et puis une marche pour encourager les jeunes à tourner dos à la violence, notamment dans les écoles. Le ministère de la Jeunesse l'organise de concert avec le ministère de l'Éducation nationale. Ce dimanche, une marche qui part du stade Silvio Cator pour aboutir à Enfrasa à Delma 33. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs. À tout de suite. La NATCOM ne se soucie pas uniquement d'avoir la plus grande couverture réseau en Haïti, mais elle s'implique également dans le quotidien des Haïtiens et elle en est très fière. La NATCOM s'engage autant dans l'éducation que dans la santé. Avec le programme Internet à l'école, en partenariat avec le Conatel, ce sont plus d'une vingtaine de salles informatiques qui ont été offertes à des écoles publiques du département du Sud-Est. La NATCOM a comblé un vide dans les 10 départements avec des programmes mensuels en offrant des séances de consultation et des médicaments gratuitement. La NATCOM, c'est encore plus d'engagement. C'est un dévouement à la classe ouvrière grâce à son programme Corée Ouvrier. Ce sont des milliers d'ouvriers qui sont connectés à leurs proches grâce à NATCOM. La NATCOM, c'est aussi près de 30 points de vidéoconférence offerts au gouvernement haïtien. NATCOM, une présence qui se confirme de plus en plus. NATCOM, Yon Haïti, Yon réseau. Bienvenue au développement de 56 minutes synthèse. Rencontre mercredi entre le Conseil électoral provisoire et des représentants de partis politiques. Il s'agissait pour le CEP de proposer son calendrier aux partis politiques, une proposition de calendrier qui prévoit la tenue du premier tour des élections législatives, 118 députés et les 2/3 du Sénat. Le 9 août prochain, le second tour de la législative et les collectivités territoriales le 25 octobre de l'année en cours, ainsi que le premier tour de la présidentielle, le second tour de la présidentielle programmé au 27 décembre. Au niveau des représentants de partis politiques, les avis divergent concernant la proposition de ce calendrier électoral. Pour Charles-Henri Becker, le leader du parti Respect propose qu'il serait mieux d'organiser en même temps la tenue des élections législatives et les collectivités territoriales, ensuite la présidentielle. Charles-Henri Becker au micro de Johnny Santilus et Jasmin Denis. Monsieur Opon font élection en 2010, il n'y a pas même qu'à contrôler l'élection présidentielle avec législatif. Aujourd'hui, qui j'en parle contrôler présidentielle, législatif et collectivité. Le collectivité, c'est le plus dur. Nous-mêmes, nous disons fermer le registre électoral là, le 11 avril au lieu de 11 mai, faire élection un mois avant, faire élection législative collectivité, qu'on y a en août, ou à faire élection deuxième tour législative, et puis qu'on y a ou faire élection présidentielle en octobre et deuxième tour présidentiel en décembre. Et bon, est-ce que vous pensez que c'est son meilleure attitude, le fait de quitter la salle? Est-ce que le chéri Guilhem Nouragaï, excusez-moi, 300 personnes dans la salle.
300 moun, ça pas le faire valoir là. D'ailleurs, pour moi-même, pour que je puisse faire valoir, ça me besoin de 15-20 minutes. OK? Respect pas quitter. Moi, je respecte quand même, cap suivre. Si on a une chance pour le faire valoir position, il compte position. Vous comprenez? Mais moi-même, il y a l'autre bagage qui est plus important. Bon, depuis le début, tout le monde clair, tout le monde connaît que nous pas de foutis derrière un monde qui basiquement fait 2 élections ratées, 2009-2010, côté que fraude massive faite à travers toute élection. OK? So, définitivement, M. Opon, pas place là. OK? Je ne pas comprendre que le secteur privé des affaires choisit un monde comme M. Opon pour le mettre dans CEPA. Le parti Unité n'a aucun problème avec la proposition du calendrier électoral présentée ce mercredi par les conseillers électoraux. Le grand conseiller du parti Unité, Paul Denis, encourage les Tahitiens à doter le conseil électoral de moyens adéquats afin de lui faciliter la tâche. L'ancien ministre de la Justice sous l'administration Préval pointe du doigt certaines personnes qui cherchent à faire obstacle à la tenue d'élections dans le pays. Paul Denis, au micro de Johnny Saint-Ilus et Jasmin Denis. Nous-mêmes, et le calendrier que CEPA proposé nous là, et les soumettre à notre attention, nous-mêmes, nous n'avons aucun problème avec. Élection faisable sur le calendrier? Oh, elle est faisable si CEPA a les moyens pour le faire. Naturellement, nous connaissons qu'il y a des gens dans le pays qui n'ont pas d'élection faite. Et il y a des gens dans le pays, il y a des gens dehors du pays qui n'ont pas d'élection faite. Alors, pour qui ça? Il y a une raison. Il y a une raison parce que, entre autres, il y a des gens, Constitution 87, Constitution 87 amendée, il dérange, il y a besoin de reformater le système politique haïtien. Donc, on peut trouver tous les moyens pour empêcher que l'élection faite. Nous-mêmes, nous disons élection qui prévoit, je dis à la, et que CEPA lui-même, il soumet nos calendriers, nous-mêmes, nous insistons pour que l'élection soit faite, pour que les gens qui ont moyens, ils fournissent au CEP les moyens nécessaires pour qu'ils soient capables de réaliser l'opération électorale. Qui ne pas l'élection faite, monsieur? Non, les souillés, chercher. Vous n'êtes pas inquiété de façon bec? Pardon? C'est pas 3 élections dans 7 jours, c'est 3 opérations. C'est 3 opérations qu'a faites, on prend un seul jour. Comme l'habitude fait déjà d'ailleurs, c'est pas la première fois que ça fait. Alors, bec à bec, nous avons réclamé l'élection depuis 2011. Depuis 2011, nous avons réclamé l'élection pas faite. Je dis à nous en 2015, il y a une élection qui est programmée. Nous-mêmes nous disons c'est ça nous t'attendons, c'est ça nous voulons. Nous sommes un parti politique qui veut occuper des espaces de pouvoir grâce aux élections. Je dis à la, il y a une élection qui est programmée, que personne ne va prendre aucun prétexte pour ne pas réaliser l'élection, pour y laguer pays à la tête charge. Le Conseil électoral provisoire a transmis jeudi dernier au chef de l'État la version officielle du calendrier électoral aux fins de convocation du peuple en ses comices, conformément à l'article 19 du décret électoral. C'est ce qu'indique une note du président du CEP, Pierre-Louis Opon. Une décision qui intervient suite à la présentation le 11 mars dernier aux représentants de partis et regroupements de partis politiques de la proposition de calendrier électoral élaborée par le CEP. L'exécutif accueille favorablement la décision du Conseil électoral provisoire de transmettre la version officielle et définitive du calendrier électoral au président de la République aux fins de convocation du peuple en ses comices. Conformément à l'article 19 du décret électoral, le ministre de Communication et également porte-parole du gouvernement indique que l'arrêté présidentiel devant convoquer le peuple en ses comices sera publié sous peu. Rothschild François Junior informe également que le gouvernement dispose d'un montant estimé à 1 milliard de gourdes pour la réalisation des élections, ajoutant qu'une enveloppe de 500 millions de gourdes est destinée à financer les partis politiques. Écoutons Rothschild François Junior au micro de Ronald Desormes et Wandier. Au niveau de l'exécutif, nous accueillons vraiment favorablement, nous sommes très contents du fait que le Conseil électoral provisoire a voué un calendrier électoral définitif en banon et puis Madeleine pour publier arrêté qui convoquait le peuple en ses comices, une décision qui est prise pressé au niveau de l'exécutif. Nous connaissons que l'élection, c'est une priorité pour le gouvernement en place là et nous réaffirmons encore une fois engagement pour être capable de créer toutes conditions possibles pour que l'élection réussisse. Nous voulons au niveau du gouvernement des élections crédibles, honnêtes, démocratiques et surtout inclusives. Et dans ce sens-là, nous m'aidons encore une fois, nous faire appel à tout secteur pour venir participer dans le processus électoral-là qui est vraiment lancé avec, bien sûr, publication calendrier électoral définitif là, et puis arrêté qui peut le sortir pour convoquer le peuple en ses comices.
nous dit que l'élection ça sont priorité pour nous parce que c'est important que personnel politique là renouvelé en Haïti, mais c'est à travers des élections, c'est pas une manifestation, c'est pas un crasé brisé qu'on est capable de renouveler personnel politique là. Et dans ce sens, nous voyons que toute importance que le gouvernement a apporté et accordé à la réalisation de l'élection. Et nous avons plus passé 1 milliard de gouttes que le gouvernement peut décaisser, en tout cas l'État peut décaisser pour capable permettre de réaliser l'élection. Il y a 500 millions de gouttes qui peuvent gagner pour financement parti politique en Haïti. Donc, c'est pour nous montrer nous vraiment l'importance que nous même au niveau du gouvernement que nous accordons à l'élection SAO. Et nous voulons encore une fois mettre toutes conditions en place pour que l'élection SAO réussisse. Le parti Famille Avalas désapprouve le calendrier électoral que le CEP a transmis à l'exécutif le 12 mars dernier en vue de convoquer le peuple aux urnes. La coordonnatrice du parti, le docteur Maryse Narcisse, soutient que le scrutin ne peut se dérouler en 3 temps dans le pays, compte tenu non seulement des difficultés économiques auxquelles fait face Haïti, mais aussi d'autres problèmes ayant caractérisé le processus électoral, dont la contestation du concours de recrutement des membres des BEC et des BED, argumente Maryse Narcisse. La coordonnatrice de Famille Avalas dit quoi que du train que ça va, les élections ne pourront pas avoir lieu avec ce CEP. Le parti Famille Avalas maintiendra sa mobilisation en faveur de la tenue d'élections honnêtes et démocratiques dans le pays, a dit Maryse Narcisse au micro de Samus David François. Nous saisissons dans des plan Conseil électoral provisoire a persisté pour faire 3 tours élections. Qui donc, le premier tour élection députés-sénateurs, 9 août, au deuxième tour députés-sénateurs, à premier tour président 25 octobre et au troisième tour président à collectivité 27 décembre. Famille Avalas est en pile raison pour expliquer position. Pas de l'argent pour baisser la richesse, pas de l'argent pour la sécurité, pas de l'argent pour baisser le prix de gasoline, diesel à kérosène, pas de l'argent pour payer les professeurs d'école. Mais quel argent pour faire 3 tours d'élection qui prennent en charge 3 loups pays, qui peuvent parti politique à Kajigaï. Nous tous connaissons dans quelles conditions plus fort d'aide avec qui ont été montés. Examen l'action, examen passe pour qui la cause en pile protestation contre bec à d'aide dans toute commune. Famille Avalas dit pas gagner aucune élection honnête, démocratique, inclusive qui a fait à machine qui a mettre en place. Ayant participé à une réunion du Core Group avec le Premier ministre haïtien sur la question de la réalisation des élections en Haïti et de son financement, l'ambassadeur français en Haïti, Elisabeth Béton-Délègue, a renouvelé la volonté de son pays de continuer à appuyer financièrement le processus électoral en Haïti. Madame Béton-Délègue a par ailleurs souligné que les citoyens haïtiens ont leur partition à jouer dans l'avancement de leur pays. L'ambassadeur français en Haïti, Elisabeth Béton-Délègue, au micro de Michi Alexis et Fézé Mathieu. Que nous travaillons avec Haïti, avec l'État haïtien, et que les questions de politique intérieure relèvent de la souveraineté du pays et que la non-ingérence est un principe de base. Dans ce contexte, comme je l'ai dit, il y a une attente pour des élections et pour que Haïti se dote de nouveau d'institutions qui permettent de fonctionner selon les standards démocratiques. C'est pour ça que nous soutenons bien évidemment ce processus et dans la perspective d'élections qui doivent être libres, transparentes, inclusives. Et nous apporterons notre concours avec l'ensemble de la communauté internationale sur la mise en œuvre de ce processus. Nous sommes évidemment extraordinairement attentifs et aux côtés des Haïtiens dans ce processus de transition électorale. Je veux dire, ce pays a besoin d'élections. Je veux dire, il a besoin de se normaliser dans cette dimension. Nous sommes donc satisfaits de savoir qu'il y a aujourd'hui un décret électoral. Nous sommes satisfaits également de voir que le calendrier se dessine et que ceci est le fruit du travail que je salue du CEP,
mais également dans un esprit de consensus et d'ouverture. Oui, nous sommes engagés et nous appuierons financièrement. Nous le ferons comme nous le faisons ici et ailleurs via l'Union européenne, dont nous sommes le principal contributeur avec les Allemands. Donc l'argent européen, c'est l'argent du contribuable français. Oui, nous serons engagés. Autre point, tenue ce vendredi d'une rencontre à Djimani, dans la zone frontalière entre des responsables dominicains et haïtiens autour de la crise qui affecte la relation entre les deux pays. À l'issue de cette rencontre, les deux parties ont pris l'engagement de travailler de façon commune en vue d'harmoniser le rapport. Andrés Navarro, ministre dominicain des Affaires étrangères, rapporte que l'État haïtien promet de protéger les missions diplomatiques dominicaines en Haïti suite aux actes de violence perpétrés contre le consulat dominicain à Pétionville en février dernier, ce qui avait poussé le gouvernement dominicain à fermer ses consulats en Haïti pour des raisons de sécurité. Cette rencontre des relais ce vendredi était l'occasion pour M. Navarro d'appeler les deux peuples à vivre ensemble. Andrés Navarro, micro de Johnny Saint-Ilus et Yvan Seïd. La chancellerie de la République dominicaine et de la République d'Haïti, ils ont accordé donc de réaliser cette réunion à Djimani pour analyser la situation survenue et chercher des mécanismes de solution, de manière que la relation entre les deux pays continue de manière harmonieuse et les travaux que nous sommes en train de réaliser puissent continuer à se développer. Pour cette raison, nous avons touché les thèmes suivants. Maintenir un climat de paix entre les deux peuples. Ceci va faire l'objet d'une promotion aussi bien du gouvernement dominicain que du gouvernement haïtien. Et on a pu accorder les mesures que les deux gouvernements vont appliquer pour la promotion du climat de paix entre les deux pays. Un autre thème fut celui des missions diplomatiques et consulaires entre les deux pays. Le gouvernement haïtien va assumer une série de mesures pour assurer la sécurité de l'ambassade et des consulats dominicains en République d'Haïti. Et le gouvernement dominicain, à travers de ses organismes de sécurité, va assurer la sécurité des missions diplomatiques d'Haïti en République dominicaine et de son ambassade. Comme l'a dit le journaliste, il y a effectivement des perceptions qui font croire qu'il y a une chasse aux sorcières ici. Mais ceci est loin de la réalité. Vous devez tenir compte qu'en République dominicaine, selon le dernier recensement d'immigrants, il y a plus de 500 000 citoyens haïtiens qui vivent en République dominicaine. Et la majorité de ces Haïtiens vivent en paix et tranquillement dans les villes et villages de République dominicaine. Tranquilos y en paz en nuestros campos y en los barrios de nuestras ciudades. Le chancelier haïtien se dit satisfait de la rencontre et salue la volonté des responsables dominicains à trouver une issue à la crise qui divise les deux pays partageant l'île. Duly Brutus annonce pour le 27 mars prochain la reprise des pourparlers dans le cadre du dialogue bilatéral suspendu depuis des mois. Monsieur Brutus donne la garantie que le chef de l'État, Michel Martelly, et son équipe travaillent afin de changer les conditions de vie en Haïti dans le souci de décourager les Haïtiens à se rendre en terre voisine en quête de mieux-être. Duly Brutus au micro de Johnny Saint-Ilus et Yvan Seïd. Sur les questions de sécurité, tout le monde connaît qu'il y avait des tensions et ensemble nous essayons vraiment d'établir des mécanismes pour faciliter des relations rapides entre les dirigeants des deux îles. Sur la question de la commission mixte, nous d'accord pour que d'ici le 27 mars, comme nous avons un ensemble de rencontres qui étaient faites au préalable par la commission technique, il est souhaitable que les responsables politiques rencontrent au plus vite pour approuver les décisions qui ont été prises par la commission mixte haïtiano-dominicaine. Donc, dis-nous que la délégation haïtienne va repartir cet après-midi extrêmement satisfait par l'état d'esprit que nous trouvons auprès de nos partenaires dominicains. Et j'en profite pour dire au nom du président Martelly, au nom du Premier ministre Evans Paul, que le peuple haïtien est décidé à la volonté de travailler la main dans la main avec le peuple dominicain. Nous félicitons le peuple dominicain et nous travaillons en Haïti pour suivre l'exemple qu'ils sont en train de nous donner sur le plan régional. Je dirais que le président Martelly, depuis son arrivée au pouvoir, est conscient que la solution du problème haïtien se trouve en Haïti. Pour cela, il a commencé à prendre un ensemble de décisions qui consistent à avoir des productions, à avoir une production nationale sur le plan agricole, sur le plan touristique, en vue de relever le niveau économique du pays. Pour ce faire, nous avons besoin du support et de la compréhension de nos frères dominicains.
À présent, cet avis de l'ambassade des États-Unis en Haïti adressé aux demandeurs de visa immigrants et non-immigrants à partir du 13 mars. Donc, les demandeurs de visa doivent se rendre à l'une des adresses de la compagnie de transport et de logistique DHL que nous allons vous citer afin de déposer les demandes de renouvellement de visa. Récupérer un passeport sur lequel a été apposé un visa et déposer ou récupérer des documents relatifs à une demande de visa d'immigrants. Il est important de noter que ces services demeurent gratuits. Voici les bureaux de DHL indiqués par l'avis de l'ambassade américaine. DHL Boulevard Toussaint Louverture, communément appelé route de l'aéroport. DHL Dikini à Carrefour et à DHL à la rue 5A au Cap-Haïtien. Notez que si vous aviez antérieurement sélectionné l'adresse de Haïti Messager au Cap-Haïtien, vous devrez maintenant vous rendre au bureau de DHL de la même ville. Si vous aviez antérieurement sélectionné l'adresse de Haïti Messager à Jacmel ou à Bois-Vernat Port-au-Prince, vous devrez maintenant vous rendre au bureau de DHL au boulevard Toussaint Louverture. Parlons économie à présent. Les dépenses du budget rectificatif de 2014-2015 sont passées de 122,6 à 109,5 milliards de goud, a annoncé jeudi dernier le directeur général adjoint de budget, Jean-Michel Siline, lors de la présentation des grandes orientations de la loi de finances 2014-2015 par le ministère de l'économie et des finances. Cette révision à la baisse estimée à 13,1 milliards a pour objectif de faciliter la mise en œuvre des mesures adaptées à la situation socio-économique actuelle du pays, a précisé M. Siline. Il a en outre signalé que le taux de croissance réel de l'économie du budget initial est passé de 4,6 à 2,5 du budget rectifié. De nouvelles mesures fiscales et douanières vont être prises afin de faciliter cette révision, a assuré Jean-Michel Siline au micro de Ludmilla Marc et Wendy Henry. Dans le budget rectificatif 2014-2015, il y a un document qui est le Pacte pour la croissance et l'emploi, qui a pour principal objectif pour promouvoir croissance et emploi dans le pays. Ensuite, nous prévoyons tout comme orientation renforcer une série de travaux à haute intensité de main-d'œuvre. En matière d'amélioration de gestion des finances publiques, nous prévoyons que des pensions à fait, mais avec une plus grande efficacité, c'est-à-dire pour un meilleur résultat avec le peu de ressources que nous disposons. Il y a un budget montant qui prévoit pour le développement petites et moyennes entreprises, autour de 350 millions de gouttes. Il y a un budget à financement activité électorale qui était 200 millions dans le budget initial, là, il est passé à 300 millions, ajouté aux 600 millions déjà décaissés qui sont disponibles déjà, qui fait que le total du financement des activités électorales passé à 900 millions. Nous prévoyons tout dans le budget rectifié une augmentation de financement parti politique qui a passé à 500 millions de gouttes. Il y a l'autre mesure encore qui, à travers le budget rectificatif là, c'est création d'emplois d'été pour un pile jeune pendant la période de juin à septembre qui venir là. Et gagner prévision tout pour moderniser le secteur du transport. Rapidement, nous avons regardé la grande masse budget. Le budget a baissé de 10,7%. Donc, nous passons d'une enveloppe globale qui était 122,6 à 109,5. Le ministre de l'économie et des finances, Wilson Lallo, qui participait à la présentation du budget rectificatif 2014-2015 ce jeudi à Pétionville, a mis l'accent sur les grandes mesures du budget révisé. Parmi elles, 150 millions de gouttes alloués à des projets qui vont être réalisés au niveau des zones frontalières entre Haïti et la République dominicaine. Wilson Lallo a aussi mentionné des prêts pour des jeunes étudiants voulant créer des petites entreprises. Le ministre Wilson Lallo. Le projet budget à lui-même, il commence à de grandes mesures et qui permettent de sortir de là possible. Il y a une grande mesure de nous, c'est que nous mettons 150 millions de dollars, 150 millions de dollars dans le budget pour faire projet sur la frontière. Et parce que nous connaissons une pile de difficultés pour Haïtiens, je dis, avec le travail, surtout dans nos autres frontaliers. Et nous connaissons ce qui a passé justement dans le rapport avec les pays limitrophes, Haïtiens qui sont obligés d'aller dans des pays. Je dis à pays qui ont des problèmes eux-mêmes et c'est des barrières qui mettaient des irritants dans le rapport Haïti avec un nombre de partenaires, de monde qui nous créent. Donc nous croyons qu'il faut créer initiative, il faut créer alternative, il faut créer une possibilité de valoriser ça au Deuxième grande mesure que nous mettons dans le budget, c'est
En plus, jeunes qui sortent de l'université, en plus, le monde qui dans tout pays qui a visité, qui dans plus l'initiative déjà le modèle, eh bien, il y a des projets, mais souvent, il n'y a pas d'identification, il n'y a pas d'accès à crédit. Il y a des protocoles qu'on fait avec FDI et avec le système financier pour que l'État lui-même mette encore qui va servir de garantie. Pour que, on dit, si on va dans la province, nos provinces, côté par infrastructure, l'État a garanti jusqu'à 70% de prêts que nous avons besoin. Et si nous avons besoin de presse, l'État a garanti 40%. Donc, c'est une façon pour que les jeunes puissent se créer des entreprises, et bien, les jeunes et moins jeunes, les gens qui déjà des entreprises, il y a une possibilité de développer, mais souvent c'est fort de nos barrières, ou bien c'est des capitales, des équipements ou des barrières. Eh bien, on a déjà prévoir des mesures. En fait, ce n'est pas beaucoup de choses, mais notre budget explicatif là, nous mettons quand même 350 millions d'euros qui pourraient appuyer déjà au programme que nous avons dans le ministère et dans le FDI, qui pourraient justement travailler avec les institutions financières pour mettre ça aussi pour travailler des types prêts de 25 millions. En 10 millions d'euros jusqu'à 12 millions d'euros. L'ancien sénateur Moïse Jean-Charles, qui préside actuellement le regroupement d'organisations paysannes de la région Caraïbe, Amérique latine, El Camino del Campesino, a dressé mardi dernier un bilan de sa tournée à Trinidad and Tobago. La semaine dernière, au cours de laquelle les leaders paysans, membres de l'organisation, ont discuté de l'avenir de la région. Moïse Jean-Charles rapporte que, tenant compte de la crise politico-économique qui affecte le Venezuela actuellement, le président Maduro propose aux pays ayant des dettes envers la République bolivarienne et ayant acquitté de la moitié de leurs redevances bénéficieront de l'annulation de l'autre moitié, question de collecter au plus vite des fonds nécessaires pour juguler la crise économique, une opportunité qu'Haïti devrait saisir, estime l'ex-sénateur du Nord. Moïse Jean-Charles fait remarquer que la crise vénézuélienne menace d'entraîner la fin du programme Petrocaribes qui, à son avis, aura de lourdes conséquences sur l'économie haïtienne. Le sénateur Moïse Jean-Charles au micro de Max Joseph. Aujourd'hui, par rapport aux difficultés pays Venezuela trouvé là-dedans, eh bien, Maduro qui a en pile de difficultés, non seulement pour mettre la chute, en même temps crise politique, et il y a un problème comme. Dans ce sens, il a lancé un appel, si tout l'ente dans le pays de Trinidad là, il a dit, tout pays qui a un cop pour eux, tant que Haïti, Jamaïque, République Dominicaine avec l'autre pays qui est dans le continent là, eh bien, depuis qu'ils sont capables de moitié dans l'argent pour lui, eh bien, la retiré moitié, la annulé moitié dans la dette. C'est une opportunité qui est présente devant nous. C'est dans ce sens que nous-mêmes, nous sommes présents à l'autre bord là, et l'autre part encore, nous voulons parler avec la presse, parler écrire télévisée. C'est pour nous connaître, le programme Fonds Petrocaribes dans la route pour tomber, via difficulté. Pays Venezuela trouvé là-dedans. Ensuite, c'est pour nous connaître tout, l'État ici pas de cob. Moi passé, l'État ici a une difficulté pour faire commande gaz. C'est vrai le paye gaz là, mais il pas de paye en dollars américains. Eh bien, qui donc a une grosse difficulté pour nous joindre gaz. Je pense que pour toute raison ça il faut que nous cherchions l'autre partenaire. Si nous quittons, c'est pendant Venezuela dit pas faire programme ensemble avec nous. Nous pas le temps, c'est là ça n'a cherché l'autre partenaire, eh bien nous pas une grosse difficulté pour les Haïtiens. Juste le temps d'observer la pause, mesdames, messieurs. On vous retrouve tout de suite après. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol. La fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Oh, Bicha, moi à peine à préparer manger au pire mère. Comme ou toujours servi avec tablette ça yo toujours. Alors, m'en goûter vous ouais. Oui! Manger à salé comme mais tablette Criolito. 6 points
inventé avec l'autre tablette cap salé manger ou connaît déjà. Criolito a qualité supérieure parce que c'est celle tablette qui passe à les manger ou peut-être qui fait à gros ingrédients naturels, tant que l'ail, oignon, céleri qui remplace forcelle ou l'autre gain. Et puis, en plus, il y a bon jambon pour le pays. Kounia, c'est coupé d'ouest. Puis bon jambon, moins sel. Criolito, c'est celle tablette qui va manger au bon jambon pour le pays. Dans bac machin, quand tout grossisse li au mandé. C'est li toute cuisine choisi pour faire manger. C'est li celle qui va manger. C'est coupé d'ouest. Criolito, c'est numéro 1. La suite de 56 minutes synthèse, cérémonie de prestation de serment lundi dernier du nouveau président de la Cour de cassation qui préside également le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Jules Cantave remplace à ce poste Anel Alexis Joseph qui, rappelons-le, a remis sa démission en décembre 2014. Cette prestation de serment s'est déroulée au local de la Cour de cassation à Frais en présence entre autres du chef de l'État Michel Martelly, du président du Sénat André Richer, du Premier ministre Evans Paul, du ministre de la Justice Pierre-Richard Casimir, de membres du CSPJ, de représentants du corps diplomatique et consulaire. Dans son intervention, Maître Cantave a rappelé le rôle important que joue la justice dans la bonne marche d'un pays. Il a souligné que les critères qui doivent caractériser le bon fonctionnement de la justice sont entre autres la personnalité, la volonté, la compréhension et le support mutuel. Le président du CSPJ qui dit reconnaître que la réputation de la justice haïtienne est décriée, appelle à une prise de conscience collective pour redorer le blason du système judiciaire haïtien. Jules Cantave. Cette neutralité est exigible, car en aucune façon vous n'avez pas affiché vos sympathies partisanes, ni tenté d'influencer de quelle manière que ce soit les votes de potentiels électeurs. Je voulais aussi qu'entre vous règne l'entente et l'harmonie, car vous avez une tâche immense à accomplir, celle de rétablir la crédibilité d'un système électoral fortement affecté, à relever son prestige qui, actuellement, est à son plus bas niveau. Vous devez donc veiller à ce que les résultats soient reposés sur le verdict des urnes dépouillées de fraude et non édictées par des intéressés. Vous ne vous laisserez pas manipuler, influencé par aucune autre institution. Donc, agissez en toute autonomie et en toute indépendance. De son côté, le chef de l'État Michel Martelly a appelé le nouveau président de la Cour de cassation, également président du CSPJ, à s'acquitter de sa double fonction avec toute la compétence et qualité morale nécessaire. M. Martelly a souligné l'attention de Jules Cantave qu'il vient d'être investi dans un contexte électoral et que le CSPJ a un rôle majeur dans la question des élections. Le président Martelly rappelle que les attentes sont nombreuses et les défis non moins importants. Il a exhorté en ce sens le numéro 1 de la Cour de cassation à agir avec courage et sérénité tout en faisant de la Constitution sa principale boussole. Écoutons le président Martelly au micro de Max Joseph. Monsieur le président de la Cour de cassation et du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, vous êtes installé dans un contexte particulier où la République est engagée dans un processus de renouvellement de son personnel dirigeant à travers l'organisation d'élections libres, honnêtes, démocratiques et inclusives. Et comme vous le savez, le pouvoir judiciaire est particulièrement concerné par les joutes annoncées, notamment en termes de procès-verbaux adressés et d'éventuels litiges à trancher. Là aussi, la tâche est immense et les attentes sont grandes.
Monsieur le Président, vous devez vous attendre à ce que chaque acte que vous posez dans le cadre de vos fonctions sera scruté à la loupe. En plus de vos compétences, de vos expériences dans la gestion de la chose publique et de vos grandes qualités morales, il vous faut vous armer de sérénité, de courage et de vigilance. Le travail qui vous attend à travers cette double attribution de président de la Cour de cassation et de président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire est gigantesque. Demandez à Dieu de vous guider et ayez pour boussole la Constitution et la loi. Toujours au chapitre de la justice, parlons encore cérémonie, mais cette fois-ci, celle de la remise de commission aux 40 étudiants de la 5e promotion de l'école de la magistrature au local de l'institution Harfrères. Cette remise de diplôme s'est déroulée en présence notamment du président de la République, du Premier ministre, du président de la Cour de cassation, du ministre de la Justice, l'occasion pour le chef de l'État d'exhorter les nouveaux gradués à agir pour rehausser l'image du système judiciaire haïtien, très décrié, rétablissant ainsi la confiance des Haïtiens dans la justice de leur pays. Écoutons le président Michel Martelly au micro de Max Joseph. Dans votre travail au quotidien, vous êtes les interlocuteurs privés d'une population qui demande sans cesse justice. Par vos actions, vous aurez à rétablir la confiance des citoyennes et des citoyens dans notre système judiciaire. Ainsi, le travail qui vous attend, mesdames et messieurs, est-il besoin de le rappeler, est immense. Une fois commencé, il n'y aura pas réellement de répit. Vos heures de travail seront souvent longues, très longues. Mais ce qui compte, c'est le résultat. Ce qui compte, c'est le travail accompli. Le manque de disponibilité et de qualification en ressources humaines fait partie des énormes défis auxquels nos institutions font face. L'intégration continue de nouveaux juges qualifiés dans le système judiciaire permet de relever certains de ces défis. Qu'il me soit permis de vous présenter mes compliments pour avoir bouclé avec succès ce long cycle professionnel de formation qui vous rend encore plus apte à servir votre pays. La nation dans son ensemble attend beaucoup de vous et vous avez l'obligation d'être à la hauteur de ses attentes. Dossier assassinat Walkie Calixte, le président de la Cour d'appel, maître Gabriel Castor, a demandé à la partie défenderesse de faire les dépôts des pièces dans le but de rendre la décision de justice dans le cadre de cette affaire. Le policier Walkie Calixte, rappelons-le, a été assassiné en avril 2012. Deux anciens parlementaires, Nzunaya Bélange-Baptiste et Rodriguez Séjour, députés en fonction d'alors, sont inculpés dans ce dossier. Le juge Gabriel Castor rappelle que la loi lui accorde un délai de 30 jours avant de rendre sa décision. Précisons que le président de la Cour d'appel a dirigé mercredi dernier au palais de justice l'audience relative à l'affaire Walkie Calixte. Écoutons le juge Gabriel Castor au micro de Yvan Seyid. Oui, les avocats de la défense, il y a la parole à dernier. Également, dans leur observation sommaire, la Cour déclare la cause entendue et ordonne le dépôt du dossier à son délibéré pour l'arrêt ordonnance être rendu ultérieurement. Venez de nous, Gabriel R. Castor, président, maître Riquel Gabriel Zil et Patrick Metellus, juge en présence de maître Adine D. François. Plus rien n'est en l'ordre du jour. La Cour ferme l'audience et lève le siège. Haïti insécurité. Depuis plusieurs semaines, l'insécurité a franchi un seuil inquiétant dans le pays. Dans la capitale principalement, où des membres de la population, toutes catégories confondues, sont victimes de l'assaut des bandits armés, des personnes revenant de la banque, des religieuses, des hommes de loi et même des agents de la police nationale d'Haïti, pourtant responsables de la sécurité des biens et des vies, ne sont pas épargnés. Les efforts annoncés par les responsables de la police nationale d'Haïti pour contrer l'action des malfrats semblent loin de rassurer la population qui serait d'ailleurs plus exposée depuis le passage à l'heure d'été.
Reportage Michel Alexis et Fézin Mathieu. Au centre-ville de Port-au-Prince, la plupart des détaillants dénoncent la recrudescence des actes d'insécurité qui compliquent davantage leur quotidien. Perpétrées en toute quiétude par des individus armés, ces pratiques malhonnêtes n'épargnent ni femmes, ni enfants, ni personnes âgées, pourtant considérées comme les plus vulnérables. Tellement moins vie pas bon pour nous. Bandits qui sautent en haut, l'autre côté, qui viennent découvrir là, sur nous, nous-mêmes malheureux, parce que nous ne pouvons pas supporter encore. La toute dernière passation à l'heure d'été contraint ceux qui doivent démarrer leurs activités de bonne heure à sortir une heure plus tôt alors qu'il fait encore noir. Ce qui les expose davantage aux actes d'insécurité, précise ce jeune homme. Depuis les a changé parce que mon travail travaille dans la factory, toujours dans les normalement, soit mon li venir or patron lui-même qui normalement lui toujours que même chose qu'on dit c'est à 6 heures. Mon employé vient pour présenter lui connaît 6 heures. Or 6 heures normalement on est obligé toujours répondre à l'heure à 5 heures. Au 5 heures ça c'est pas normalement si j'en fais noir et monde qui vient qui à la base qui a créé sécurité dans le débat au cacher corps dans c'est fouiller valise. Ces commerçantes lancent donc un SOS aux autorités policières en vue d'obtenir soutien et accompagnement. La gouvernement cité, nous subissons toutes sortes de violences. Nous avons déroulé nous, c'est pas des côtés nous en mauvais zone. L'insécurité prend une ampleur alarmante ces derniers temps. Même des agents de la police nationale ne sont pas épargnés. Des congrégations religieuses catholiques dans plusieurs villes de province figurent aussi sur la liste des victimes, sans compter les conflits armés récurrents entre gangs rivaux qui gangrènent Cité Soleil, le plus grand bidonville d'Haïti. Réagissons sur la flambée des actes d'insécurité dans le pays ces derniers temps. Le bâtonnier de l'Ordre des avocats appelle les responsables de l'État à œuvrer en vue de garantir un climat sécuritaire, fiable à la population. Carlos Hercule, qui critique la stratégie de la police haïtienne, qu'il considère comme une tactique ponctuelle qui ne donnera jamais de résultats escomptés, le bâtonnier dit voir un manque d'efficacité dans la façon dont l'État haïtien aborde la question de l'insécurité dans le pays. Carlos Hercule, toujours au micro de Yvan Seyit. Je pense que je dis à ça qui est important, c'est l'État qui peut redoubler d'ardeur, qui peut permettre que les citoyens gagnent un sentiment de sécurité. Et le problème qui est toujours gagné, leur rencontrer des mouvements comme ça, la police fait les renforcer ou plus dans la rue, mais on va comprendre que déploiement côté vendredi samedi il y a dimanche long parole il y a parole donc ça veut dire que stratégie ça pas doué des stratégies de mouvement. Il est vrai qu'on pas qu'à faire une mobilisation de façon constante de toute force la police là, mais il faut que gagner certainement des mesures de renforcement qui pour prendre, d'autant que tout le monde connaît à chaque fois pour une période électorale taux de banditisme est augmenté. Et là qu'on connaît ça, on peut anticiper, on est capable de chercher qu'on ait des informations. D'ailleurs, on pas qu'à l'État, on pas des systèmes de renseignement. L'organe comment traiter, qui des mesures qu'on prend. Je pense que une inefficacité à ce niveau. Donc l'État a gagné aujourd'hui la lourde responsabilité pour lui faire tout ça qu'on est pour citoyens qui marché yo gagner un sentiment de sécurité parce que aujourd'hui là c'est 11 fermé 11 ouvert, c'est comme ça obligé à dormir parce que quel que soit côté il y a ou pas de sécurité. Plusieurs religieuses et religieux de confession catholique bien sûr ont marché silencieusement mercredi dernier dans la rue du Cap-Haïtien, la deuxième ville du pays, pour dénoncer des actes de banditisme dont sont victimes leur congrégation ces derniers temps au niveau du département du Nord, particulièrement dans la commune de Saint-Raphaël. Cette marche des religieux du Nord a bénéficié du soutien de plusieurs personnalités de la région, dont des hommes politiques, des professeurs d'école qui condamnent la passivité de l'État face aux problèmes d'insécurité que confrontent les religieux du département, exigent que les missionnaires vaquent en toute quiétude à leur occupation. En ligne, Ismaël Valestin, notre correspondant permanent au Cap-Haïtien. Plusieurs milliers de fidèles de l'Église catholique dans notre pays marchent silencieusement dans la rue du Cap-Haïtien, mercredi 11 mars 2015, pour dénoncer les actes de cambriolage et d'actions à violence physique des religieuses victimes à travers le pays, notamment dans la commune de Saint-Raphaël, au département Nord. Les catholiques ont sortis dans l'église Sacré-Cœur, qui est dans le sud du pays, pour le groupe Cardinal au Capla, à une messe de prière et d'action
et archevêque haïtien, Monsieur Marc Léoa Mésidor, en compagnie de sorties dans diverses paroisses du département Nord. Dans ces circonstances-là, archevêque métropolitain haïtien, Monsieur Marc Léoa Mésidor, on est victime. Plusieurs personnalités politiques qui sont présentes dans Massa, parmi eux, l'Assemblée nationale, là, Célie Clédor Bastien, déplorer silence autorité et demander pour autorité en responsabilité. Célie Bastien. Je pense que son devoir de solidarité envers ça, qui est victime des actes de sécurité, notamment le département Nord, et qui vient témoigner de solidarité à tout le monde qui est victime de sécurité générale qui est dans le pays, et qui m'a dit vraiment aux responsabilités de la part de l'État, que ça soit tout le monde qui a au moins qu'à faire dans le pays. En début du fait que les victimes à travers le pays, responsables catholiques ont déclaré qu'ils ont déterminé pour accompagner la population haïtienne dans divers domaines, notamment l'éducation. Le gouvernement haïtien condamne énergiquement les actes de violence dont sont victimes ces derniers temps la communauté religieuse en Haïti. Selon le porte-parole du gouvernement, des instructions fermes ont été passées aux autorités judiciaires et policières haïtiennes en vue de traquer les auteurs des attaques contre les religieux en Haïti. Rothschild François Junior informe que des arrestations ont été effectuées en ce sens, notamment dans le département du Nord, où les actes de banditisme contre la communauté religieuse sont en nette augmentation. Rothschild François Junior fait savoir que les forces de l'ordre ont déjà rencontré plusieurs responsables des congrégations et que la PNH s'active à garantir les conditions de sécurité permettant aux religieux de vaquer normalement à leurs occupations. Écoutons le ministre Rothschild François Junior. Au niveau du gouvernement, nous vraiment déplorer, nous condamner énergiquement toute attaque qu'a faite contre la communauté religieuse en Haïti et nous présenter encore une fois sympathie nous à toutes sœurs, toutes frères qui frappés par situation ça. Au niveau du gouvernement, des instructions formelles, mais vraiment formelles, passées par la police nationale ainsi que la justice pour capable prendre toute disposition pour retrouver les gens qui fait des actes contre la communauté religieuse, pour capable arrêter, punir et puis juger conformément à la loi. Et dans ce sens, on a dit que dans le Nord, il y a plusieurs arrestations qui ont déjà opéré dans ce sens et concernant des gens qui suspectent qui t'a impliqué dans ce qui passé au niveau de l'attaque qui fait contre la communauté religieuse, notamment au niveau de la région du Nord. Donc, des instructions formelles passées par autorité, la police, autorité judiciaire au niveau des parquets pour être capable de retrouver les gens qui fait ça. Et question traitée au plus haut niveau, il y a des contacts qui prennent entre les autorités haïtiennes et puis des responsables religieux sur la question. Et en ce qui concerne sécurité et congrégation, eh bien, la police nationale, il y a un pile responsable police nationale qui déjà a visité congrégation qui est victime pour des arrangements avec eux pour être capable de garantir sécurité parce que nous sommes capables de faire avec assentiment pour nous développer une formule justement pour garantir sécurité de toute communauté religieuse qui est frappée par des actes d'insécurité. En vue de lutter contre la violence dans les écoles, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a pris des dispositions, dont la mise en place d'une ligne téléphonique, le 199, pour signaler des cas de violence en milieu scolaire. Le ministère de l'Éducation entend également garantir un appui psychologique aux écoliers, indique le titulaire du ministère de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga. Le ministre, qui se dit préoccupé par l'augmentation de la violence en milieu scolaire, annonce que des patrouilles de police seront renforcées dans des zones de forte concentration scolaire. Nespi Maniga est au micro de Michel Alexis et Fézé Mathieu. Le ministère va mettre en place tout un dispositif d'écoute et avec Conatel, marqué numéro ça, à partir de la semaine prochaine, tout le monde dans le pays est capable de taper sur le téléphone 199, je répète. 199, c'est un numéro qui pral fait que plusieurs personnes que le ministère formé pour ça pral répondre sous tout type de plainte, dénonciation, sous n'importe qui sujet concerné l'éducation. Depuis qu'on fait 199, il y a un petit monde qui a en difficulté, il y a un parent qui voit ça, il y a un passant qui voit ça, il y a un directeur d'établissement qui n'a pas qu'attendre que le pas font lettre écrit direction départementale là pour l'écrit ministère là, il doit prévenir tous actes qui exposent un petit monde, que c'est violence verbale, violence physique, tout type d'agression, même agression sexuelle, tout ça qui permet, qui pas favoriser
un climat sain dans salle de classe ou qui affecte directement un écolier en uniforme, eh bien, numéro 199 ça sera disponible semaine prochaine pour que le ministère écoute de élèves, de parents, de n'importe où dans la population pour que nous soyons capables de réagir rapidement. Autre point, les funérailles du journaliste senior et linguiste Sonny Estéus ont été chantées ce samedi 14 mars au Parc du Souvenir à Torcelles. Plusieurs personnalités de la société avaient fait le déplacement pour rendre un ultime hommage au journaliste Sonny Estéus qui, rappelons-le, travaillait depuis environ 20 ans dans le secteur de la presse haïtienne, notamment avec les radios communautaires. Sonny Estéus a rendu l'âme le 2 mars dernier vers 2 h du matin en sa résidence privée à Delma. Les causes de son décès inattendu ne sont jusqu'ici pas déterminées. Autre décès, celui du géant de la radiodiffusion, Bob Lemoine, l'un des 3 fondateurs de Radio Métropole dans les années 70, aux côtés de Herbie Widmayer, Roland Dupoux. Le dimanche 8 mars, à l'occasion du 45e anniversaire de la station de radio, Bob Lemoine est mort à Miami, aux États-Unis, des suites d'une complication de cancer dont il souffrait. Qui était Bob Lemoine? Quels sont les plus beaux moments que ses amis proches ont gardé de lui? Des éléments de réponse dans ce reportage signé Ludmilla Mac et Wendy Henry. C'est un journaliste de carrière et réalisateur au talent remarquable qui a considérablement marqué son passage dans le monde de la radiodiffusion en Haïti, que pleurent d'anciens collaborateurs de Bob Lemoine comme Roland Dupoux et Richard Widmayer de Radio Télé Métropole ou Mario Vio de Radio Télé Signal. Il faudrait plus qu'une heure de temps pour dire ce que Bob était. Tellement Bob était polyvalent, tellement Bob faisait toutes choses. Bob était producteur, Bob était narrateur, Bob écrivain, Bob était cinéaste. Bob son équipe, d'ailleurs, monsieur son une équipe pluridimensionnelle. Il est toujours tout bagaille. D'abord, on t'a dit que, en gros, c'est un homme de radio. Ça me souhaitait faire, c'est retrouver émission lui pour nous capable de repasser, pour nous capable. Un professionnel aux talents multiples, mais par-dessus tout, un homme souriant et égal à lui-même, qui laisse derrière lui beaucoup de beaux souvenirs. Ce qui est plus important, c'est que nèg la gen tellement de vie. Son équipage déprimé, où elle a pris tout le temps, il toujours fait blague, il toujours chercher parole pour le virer et faire jeu de mots. Donc c'est ça que monsieur te transmet. Bob, c'est la joie de vivre. Bob, c'est l'homme qui anime toujours, qui est toujours content, il a un paquet de blagues pour le bail tout le temps. Son monde qui aime la vie. Bob Lemoine, un nom qui dit tout et qui devrait servir d'exemple aux jeunes journalistes haïtiens en matière de discipline et de bon sens, mais surtout d'amour pour le métier, conseille ses pairs. Pour Richard Widmayer et Mario Vio, Bob Lemoine faisait partie de la génération la plus difficile, mais pourtant très respectée. Bob devrait servir d'exemple. Exemple pour nous apprendre, c'est que c'est amour dégagé, passion que dégagé pour travailler. Que tout jeune professionnel t'a supposé gagner tout l'amour du travail d'abord et puis l'amour tout court parce que pour gagner l'amour du travail il faut gagner l'amour là-dedans. Rappelons que Bob Lemoine est décédé le dimanche 8 mars à 73 ans dans un hôpital de Miami aux États-Unis. Toujours au chapitre de décès de journalistes, sachez qu'un autre confrère, Léontes d'Orzilmé, est survenu 9 mars dernier, quelques heures après le décès de Bob Lemoine. Léontes d'Orzilmé, rappelons-le, a passé 3 ans à Radio Signal vers les années 90. Il était un exemple de discipline et d'amour pour le métier, se rappelle Mario Vio, soulignant la collaboration fructueuse qu'il a entretenue avec Léontes. Le DG de Radio Télé Signal, Mario Vio, se dit profondément attristé par la mort du journaliste dont il garde de beaux souvenirs. Les propos de Mario Vio recueillis par Ludmilla Mac et Wendy Henry. Léontes, c'est lui-même ses grands frères depuis longtemps. Et Léontes a collaboré aussi avec Signal FM depuis longtemps. Et il était dans les années 90. Léontes était dans Signal, était dans la salle des nouvelles Signal FM. Et à un certain moment, Léontes est parmi les premiers à animer l'émission 2h04, Signal Actualité. Et puis après, elle vient présenter le journal, plutôt Haïti aujourd'hui de 2h à 4h. Et puis après, elle vient présenter Signal Actualité à 5h. Donc c'est un monde qui a une belle collaboration, mais qui a un principe. Et après, il est parti travailler à Vision 2000. Et puis il est parti à l'étranger après. Mais lorsqu'il est revenu, et puis là, c'est fait Signal tout, Léontes toujours fait le devoir de venir là.
viennent saluer nous. Et me dit, monsieur son le lab boit accolade parce qu'il est plus grand que moi. Le lab boit accolade, il est pratiquement coconette et puis content, il est plein de vie et plein d'amour qu'il dégage dans son cœur. Donc c'était deux coups difficiles. L'homme qui m'appelait petit frère et l'homme qui m'appelait grand frère. Il a travaillé avec nous pendant au moins 3 ans. Mais c'est un monde qui n'a pas rien pour reprocher. C'est un monde avec lequel nous vivons des bons moments, que ce soit au niveau de travail, nous ensemble, et que ce soit en dehors de travail, nous, dans des petites fêtes, des barils comme ça, et des moments durs, des moments souffrance, des moments difficiles professionnels tout court. Juste le temps de refermer ce 56 minutes synthèse, le Conseil électoral provisoire achemine le calendrier électoral à l'exécutif en dépit des protestations de plusieurs structures politiques concernant le document. Il ne reste au président Martelly qu'à convoquer le peuple en ses comices aux dates prévues par le calendrier. Vers la résolution du conflit entre Haïti et la République dominicaine, les autorités des deux pays se sont engagées vendredi, lors d'une rencontre bilatérale, à travailler conjointement en vue d'harmoniser le rapport particulièrement tendu ces derniers temps. Après plus de 2 mois sans président, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire trouve enfin un chef. Jules Cantave a prêté serment lundi dernier, un remplacement de maître Anel Alexis Joseph qui avait démissionné en décembre 2014. Haïti assure la présidence du Conseil des ministres des pays de l'Association des États de la Caraïbe pour 2015-2016. Nomination survenue lors de la 20e réunion ordinaire du Conseil des ministres de l'AEC à Guatemala. 3 nouveaux ambassadeurs accrédités en Haïti ont remis leur lettre de créance au président Michel Martelly jeudi dernier. Ces diplomates représentent l'État du Vatican, la France et le Bénin. Et puis une marche pour encourager les jeunes à tourner dos à la violence, notamment dans les écoles. Le ministère de la Jeunesse l'organise de concert avec le ministère de l'Éducation nationale ce dimanche. Une marche qui part du stade Silvio Cator pour aboutir à Enfrasa à Delma. Voilà qui met un terme à ce 56 minutes synthèse, mesdames, messieurs. Merci à chacun de vous de l'avoir suivi. À la semaine prochaine.